Monsieur le consul général, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers amis, je voudrais tout d'abord renouveler les félicitations qui sont dues à Martha et Myriam pour l'organisation remarquable de cette réunion et j'espère que les résultats concrets que nous voulons qu'elle ait en termes de travail en commun seront à la hauteur de la manière dont la réunion a été préparée. Avant d'intervenir pour présenter le muséum, je voudrais peut-être revenir sur les propos qui ont déjà été tenus, notamment par Monsieur le Consul général, pour inscrire cette rencontre et d'une manière générale la coopération franco-brésilienne, pour inscrire cette rencontre dans le cadre général de la coopération et aussi de la manière dont le Muséum national d'histoire naturelle français considère son action internationale. Il y a déjà quelques années que la question de la nature et de la biodiversité sont, dans les relations internationales politiques, un sujet de plus en plus important. On peut penser à la réunion de Johannesburg pour en faire une date un petit peu symbolique. Il y en a eu d'autres depuis. Et la France a été, parmi les pays développés, un des premiers à en faire un sujet majeur d'expression au plus haut niveau politique. À Johannesburg, on se souvient du discours du président Chirac et le président Sarkozy, depuis son élection, aussi bien en politique intérieure, avec ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, que dans ses interventions internationales, y accorde une place majeure. Simultanément, un établissement comme le nôtre se doit de participer à l'action de la France sur cette scène de plus en plus vivante et de plus en plus capitale. Un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a aussi été ministre de l'Environnement, me disait un jour que dans les relations internationales du XXIe siècle, les droits de la nature occuperont la place que les droits de l'homme ont occupée dans la deuxième moitié du XXe. Je ne sais pas si la comparaison est tout à fait exacte, mais il est clair qu'aujourd'hui, on est en présence d'un sujet important et il est donc important que les institutions scientifiques nourrissent le débat afin qu'il ne soit pas détourné, soit par des idéologies ou des points de vue extrêmes, soit tout simplement entraîné sur de mauvais chemins par l'ignorance, non seulement des dirigeants, mais des opinions publiques. Le muséum a une très longue histoire avec le Brésil et une très longue histoire qui se renoue sous le signe de la plus grande modernité. Monsieur Siqueiro y faisait allusion tout à l'heure. Nous sommes en train d'envisager avec le CNPQ un travail en commun qui aboutira à travailler sur des herbiers extrêmement anciens qui se trouvent à Paris, qui sont le fruit d'explorations du début du XIXe siècle et que nous allons transformer en base de données du XXIe siècle, ce qui est une manière de nouer finalement le fil du temps d'une manière particulièrement efficace et de se donner peut-être la possibilité, en quelque sorte, de revenir sur les traces de nos grands anciens pour voir dans quelle mesure la nature a changé. Car bien entendu, la connaissance de la nature aujourd'hui est un sujet non seulement d'intérêt, de curiosité scientifique, mais de préoccupation, tant la situation est difficile. Quand Jacques Chirac disait à Johannesburg « la maison brûle », c'est bien à la disparition des espèces qu'il pensait. Disparition des espèces qui est d'autant plus angoissante qu'elle se fait plus rapidement que la découverte des espèces nouvelles, puisque nous ignorons probablement, je ne suis pas moi-même assez scientifique pour pouvoir le dire, mais entre 80 et 90% des espèces qui existent sur la planète. Voilà donc quelques éléments qui font qu'il est très important pour le Muséum de Paris d'avoir des relations internationales actives. Nous l'avons marqué il y a 2 ans en organisant pour la première fois une rencontre mondiale des muséums d'histoire naturelle et nous continuons à le faire en nous impliquant le plus possible dans des partenariats, notamment, évidemment, avec des pays comme le Brésil, qui sont à la fois des pays méga divers, comme on dit, des pays amis de la France,
et des pays avec lesquels notre gouvernement, dans l'ensemble des sujets qui font la politique internationale, des pays avec lesquels la France développe un partenariat qu'on peut, je crois, qualifier de privilégié. Donc je suis très heureux que nous ayons pu faire cette réunion. Je remercie les nombreux collègues de l'établissement, chercheurs et muséologues qui m'accompagnent et qui vont être les vrais acteurs de cette réunion. Et je vais maintenant entrer, si je puis dire, dans le vif du sujet. Ah voilà. Voilà. En vous présentant l'établissement, dans une présentation où j'ai essayé d'introduire un certain nombre d'éléments qui montrent l'intérêt particulier de la réunion d'aujourd'hui pour les objectifs que poursuit l'établissement. Donc, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris a un objectif central, la découverte, la compréhension et la conservation de la diversité naturelle et culturelle à travers 5 missions dont vous pouvez remarquer, c'est évidemment pas un hasard, qu'elles sont au cœur des thématiques de nos ateliers pendant ces 2 jours. Alors je ne sais pas s'il faut que je lise les slides pour que la traduction les traduise ou si on peut se débrouiller sans cela. En général, j'évite de le faire. Ce transparent est un transparent issu de notre contrat d'établissement que nous venons de renouveler avec l'État. Et je voudrais m'y attarder quelques instants parce que finalement, le contexte de la crise de la biodiversité que j'évoquais tout à l'heure donne à nos missions des objectifs nouveaux qui sont liés au fait que, bien évidemment, nous devons nous inscrire dans la lutte contre cette crise. C'est ainsi que la recherche aujourd'hui doit bien sûr suivre ces facteurs propres qui sont ceux de la curiosité scientifique, mais se tourner vers la mesure, vers la prédiction. Les sciences naturelles doivent devenir des sciences prédictives, comme les sciences du climat le sont devenues, et vers la restauration des milieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de constater les dégradations, mais d'essayer de trouver des moyens de rétablir ou d'améliorer les situations que l'on constate. Notre activité d'expertise n'est plus seulement une activité de constatation, mais doit se tourner vers une gestion durable prévisionnelle. La conservation des collections demeure bien sûr une activité patrimoniale, mais les collections aujourd'hui doivent être considérées comme des bases de données sur l'érosion du vivant. J'évoquais tout à l'heure l'exemple des herbiers brésiliens. Notre activité de diffusion n'est plus seulement une activité, je dirais, de diffusion culturelle classique, mais elle doit tendre à alerter, à faire prendre conscience aux citoyens des difficultés, ce qu'ils peuvent faire pour les contrarier. Et enfin, notre activité d'enseignement doit former ceux qui répondront à la crise et qui sont à la fois des chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des écologues, des conservateurs de la nature. Au service de ces objectifs, donc, un établissement d'un peu moins de 2000 personnes, dont à peu près 500 chercheurs, parmi lesquels la moitié sont strictement les nôtres, si je puis dire, les autres relevant d'autres organismes, puisque, comme vous le savez, en France, les unités de recherche sont généralement des unités mixtes associant un organisme universitaire, ce qui est le cas du muséum, à un organisme de recherche pur. Un effectif d'étudiants qui n'est pas considérable, évidemment, mais qui nous permet d'avoir une vraie formation, et un effectif de visiteurs qui fait du Muséum national d'histoire naturelle l'un des plus grands musées de Paris et l'un des plus grands muséums d'histoire naturelle du monde. Donc, on rappelle ici la liste de nos sites à Paris, le site originel du Jardin des Plantes, le jardin botanique créé par le roi Louis XIII, auquel se sont ajoutés au fil du temps notamment un parc zoologique important qui est aujourd'hui en préparation de sa rénovation, le musée de l'Homme qui est en rénovation complète et d'autres sites en région parisienne. Nous avons également quelques sites dans d'autres régions de la France qui sont des stations marines pour nos biologistes marins, un site préhistorique et puis quelques maisons ou jardins botaniques qui ont été légués à l'établissement. Ceci, c'est une petite illustration que j'ai faite pour montrer à quel point notre muséum, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'institutions naturalistes, se trouve dans une position particulière par rapport au groupe d'acteurs de la lutte contre la crise de la biodiversité.
Il appartient au pouvoir public puisqu'il est un établissement de l'État. Il est évidemment une institution taxonomique, c'est-à-dire une institution qui participe à la connaissance descriptive de la nature. Il a des relations très étroites avec les organisations non gouvernementales et les associations de défense de la nature. Il est évidemment organiquement membre de la communauté des organismes de recherche et de celle des universités et bien entendu de celle des musées, puisqu'il est, c'est par là d'ailleurs qu'il est le plus connu du grand public, un musée national. Cette multiplicité de domaines d'intervention donne lieu à des partenariats extrêmement diversifiés dans tous les domaines, nationaux et internationaux. Je ne vais pas les détailler ici, mais ce qui est important, c'est que notre action se déroule presque toujours en partenariat avec l'un ou l'autre des catégories d'acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Il arrive rarement que nous fassions quelque chose tout seul. L'établissement donc repose bien sûr sur ses collections, l'une des 3 plus grandes collections mondiales, plus de 65 millions de spécimens, des collections qui couvrent à peu près tous les domaines de la biodiversité, mais aussi de la nature, puisque nous avons évidemment des collections minérales très importantes, terrestres et même extraterrestres, puisque nous avons une belle collection de météorites, vivantes ou inertes, sous forme de tissus, de cellules, de séquences d'ADN, avec une absence de spécialisation qui fait que théoriquement nous devrions avoir des collections de tout venant de partout à caractère vraiment universel. Elles sont soutenues par une collection documentaire très riche d'ouvrages, de manuscrits et de documents graphiques. Les collections, bien sûr, sont un patrimoine, mais elles sont en premier lieu une infrastructure de recherche. Aujourd'hui, que ce soit à l'échelon international ou en Europe, cette qualité d'infrastructure de recherche des collections est de mieux en mieux reconnue. Vous savez que plusieurs actions de coopération sont en cours à ce sujet, notamment dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre de l'Union européenne. Et je pense qu'il est bien, peut-être qu'à travers nos partenariats, nous puissions associer nos collègues brésiliens qui ont des collections énormes à ce qui se passera dans ce domaine. Ces collections sont plutôt bien conservées. Pour autant, il y a un certain nombre d'améliorations qu'on peut apporter à leur situation et nous engageons à cet effet des programmes de travaux importants puisque nous allons rénover dans les années qui viennent le Grand Herbier national qui est le plus grand herbier du monde avec 12 millions de pièces dont un double virtuel sera réalisé. Bien entendu, l'établissement est un établissement de recherche qui s'efforce non seulement de décrire, mais de comprendre les processus de la diversité naturelle, savoir d'où elle vient, comment elle fonctionne, et si possible, où elle va. Avec 21 unités de recherche réparties en 7 départements, dont la liste reflète bien la variété de nos champs d'action. Je pense que le Muséum est un des derniers établissements de recherche encyclopédiques au sens du XVIIIe siècle qui existent, puisqu'il touche aussi bien avec l'histoire de la Terre à la géologie, minéralogie, paléontologie, écologie et gestion de la biodiversité, ça ne se commente pas. Milieu et peuplement aquatique, qui est en fait la biodiversité marine. Nous avons naturellement un département de systématique et évolution, un département moléculaire qui, lui, s'intéresse à la génomique, à la génétique et à la chimie des substances naturelles, et 2 départements de sciences humaines, Homme, Nature, Société, ici représenté par son directeur, Serge Bahuchet, et Préhistoire, donc qui s'intéresse à l'anthropologie biologique et culturelle des hommes actuels, en ce qui concerne le premier, et des hommes fossiles, en ce qui concerne le second. Les priorités de cette recherche s'inscrivent autour de 3 axes, description, compréhension des processus d'adaptation et compréhension des réponses du vivant au changement global, avec 2 priorités qui sont l'interdisciplinarité, qui est finalement ce qui justifie la multiplicité de nos disciplines, et la recherche d'une capacité prédictive, puisque finalement ce que la société nous demande aujourd'hui, bien sûr elle s'intéresse à la question de savoir d'où vient la biodiversité, pourquoi elle est telle qu'elle est, mais la question de plus en plus cruciale, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant et dans quelle mesure cette histoire naturelle n'est pas seulement une histoire passée, mais une histoire qui continue et qui a encore des épisodes demain. Pour cela, il faut former des jeunes. Nous avons un master, une école doctorale. Nous participons activement à la formation des enseignants des collèges
et des écoles primaires, avec notamment un master évolution, patrimoine naturel et société que nous avons créé il y a quelques années, qui a un succès considérable et un nombre important d'étudiants étrangers. Et j'espère qu'on pourra aider des Brésiliens à venir se former. Ce master a deux types de formations, des formations recherche, mais aussi des formations professionnalisantes dans la direction soit de la conservation du patrimoine, soit de la conservation de la nature. Notre activité de diffusion, c'est celle à laquelle finalement on doit un petit peu notre nom. Elle représente à peu près la moitié de l'activité totale de l'établissement et occupe des surfaces évidemment très importantes. L'objectif est bien sûr de rendre d'abord le savoir accessible à tous, mais surtout à partir de ce savoir, faire de nos visiteurs des citoyens plus responsables, plus conscients et plus tournés vers la nature. Donc nous avons les galeries du Jardin des Plantes qui sont consacrées au vivant animal et végétal, à son histoire et également à l'histoire de la Terre. Le musée de l'homme qui sera un grand musée d'histoire naturelle de l'homme et des jardins botaniques et zoologiques où l'on présente nos collections vivantes. Nous allons développer dans les années qui viennent une politique de diffusion plus centrée sur les questions de l'écologie à travers 4 projets, ce qu'on appelle l'école de la nature, qui est en fait une nouvelle orientation de nos actions en direction du jeune public, la multiplication des événements à fort impact médiatique, notamment l'année prochaine, au cours de l'année de la biodiversité, des activités de mobilisation et une meilleure mise en réseau avec les muséums qui existent dans les régions françaises. Tout cela se faisant à la demande et avec le soutien financier du ministère français de l'écologie, puisque nous sommes à la fois sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'écologie, pour lequel, notamment, nous développons des activités d'expertise importantes. Lorsqu'il s'agit de cartographier des espaces protégés, d'identifier des espèces à protéger, de rendre compte, comme la France doit le faire régulièrement dans le cadre de l'Europe, des actions qu'elle mène pour protéger la nature et de développer des indicateurs d'évolution, notamment à travers des programmes de sciences participatives, c'est-à-dire des programmes qui associent les citoyens eux-mêmes à l'œuvre scientifique en les impliquant, grâce à Internet, dans le recueil de données sous des formes standardisées, ce qui donne des résultats tout à fait intéressants. Nous avons déjà un observatoire pour les papillons, qui sont évidemment de bons indicateurs de l'évolution de la biodiversité, papillons de jardin, et nous allons mettre en place progressivement des observatoires pour d'autres taxons particulièrement significatifs, notamment les chauves-souris et les escargots. Zut, je suis parti dans le mauvais sens. Enfin, donc, le Muséum et le Brésil. Évidemment, on ne peut pas évoquer le Muséum et le Brésil sans parler des grandes expéditions scientifiques de D'Orbigny, de Saint-Hilaire et d'autres, Bonpland par exemple, qui se prolongent aujourd'hui par des coopérations très actives dans différents domaines. Donc, nous avons identifié déjà des partenariats qui existent en ichthyologie, en zoologie, en biologie fonctionnelle, en botanique, en anthropologie et en archéologie préhistorique, ce qui veut dire que nous avons une base extrêmement solide pour développer de nouvelles coopérations. Et ici, vous voyez le site où se déroulera, dans 1 an ou dans 2 ans, la prochaine réunion sur notre coopération franco-brésilienne ou brésiliano-française. Je vous remercie de votre attention et à nouveau, chers amis brésiliens, de votre accueil dans cette magnifique université. Então, a palavra ao presidente do COFECUB, Monsieur Pierre Gisson, que é essa instituição tão querida por todos nós que já tivemos acordos CAPES-COFECUB, e que, por favor, tenha a palavra. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Monsieur le directeur général du Muséum et Monsieur le président de l'Université fédérale de Rio Janeiro pour leur invitation à laquelle j'ai répondu tout à fait favorablement. D'abord, en tant que président du COFECUB, donc concerné par une part importante de la coopération scientifique et universitaire entre nos deux pays, et deuxièmement, en tant que naturaliste.
Donc je resterai ensuite avec vous une bonne partie de votre réunion, parce qu'en tant que naturaliste, je suis tout à fait intéressé par vos discussions, même si elles peuvent peut-être avoir des conséquences sur la façon de fonctionner du président du COFECUB. Je parle en français puisqu'il y a une traduction simultanée, mais au cours des débats, je pourrais avec beaucoup de plaisir parler avec vous en portugais, puisque si vous n'êtes pas trop exigeant sur ma façon de maltraiter le portugais. Nous avons évoqué, Monsieur le Consul a évoqué l'excellence des relations de partenariat entre les deux pays. Et je dois dire que cette excellence, eh bien, elle se retrouve, ce qui est assez logique d'ailleurs, au niveau du partenariat entre le COFECUB et la CAPES, qui est représentée par Sandoval Carneiro ici, et qui est d'ailleurs devenu au fil des années un ami, ce qui est une concrétisation de cette notion de partenariat. Mais je ne suis que le 7e président du COFECUB. J'en suis à ma 4e année, c'est-à-dire je suis en train de dépasser la moyenne d'espérance de vie des présidents du COFECUB, donc je suis donc rassuré. Le COFECUB, nous en avons fêté le 30e anniversaire, et l'accord CAPES-COFECUB, nous en avons fêté le 30e anniversaire à Salvador en mai dernier. Et vous m'en excuserez, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les 2 scientifiques français qui ont péri dans le crash du vol d'Air France et qui retournaient dans notre pays après cette réunion. Le COFECUB et l'accord CAPES-COFECUB ont donc 30 ans d'existence, et la réunion bilatérale CAPES-COFECUB se déroulera d'ailleurs cette année en France. Et une deuxième fois, je remercie le directeur général du Muséum, puisque c'est au Muséum national d'histoire naturelle que nous allons tenir cette réunion mixte de sélection finale des projets de l'appel d'offres 2009. Juste quelques points de repère très très rapides sur le COFECUB. Donc créé en 1979, double tutelle côté français, donc MAE et ministère de l'Éducation nationale. Les partenaires, nous en avons 2. Le principal est la CAPES, du ministère de l'Éducation brésilien, mais nous avons également un partenariat avec l'USP, l'Université de Sao Paulo, qui représente à peu près 10% du contingent total de projets que nous soutenons. Le COFECUB avait jadis un programme spécifique avec les universités amazoniennes, qui a duré quelques années et qui a disparu. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était sans doute prémonitoire. Peut-être le COFECUB et la CAPES avaient-ils raison trop tôt, mais bon, ce programme spécifique Université amazonienne a existé pendant plusieurs années. Non, mais c'est pas de ta faute, hein. Alors voici le chiffre actuel de projets que nous soutenons. 122 projets pour le programme CAPES-COFECUB et 14 pour le programme USP-COFECUB. Près de la moitié des projets du programme CAPES-COFECUB se rattachent aux sciences pour l'ingénieur et le quart pour les projets USP-COFECUB. Donc il y a une forte présence des sciences pour l'ingénieur dans le programme CAPES-COFECUB. Ce n'est pas voulu, comme vous allez le voir, mais c'est un fait. Alors, le COFECUB, c'est un outil de coopération qui est donc non bureaucratique,
qui est extrêmement léger, c'est-à-dire que le COFECUB peut être supprimé demain, même aujourd'hui d'ailleurs. Mais il existe quand même depuis 30 ans. Au-delà des vicissitudes, droite-gauche, gauche-droite, et ce dont nous avons le secret en France, la cohabitation, le COFECUB est resté et a été maintenu et toujours appuyé. Et d'ailleurs, du côté brésilien, il y a eu également des alternances politiques et jamais le programme CAPES-COFECUB n'a été sacrifié sur l'autel de l'alternance. Donc ça veut dire simplement que c'est considéré par les deux États comme un programme prioritaire. Donc du côté du COFECUB, il y a 6 responsables de champs scientifiques. Il y en a un pour les sciences biologiques, une plus exactement, puisque j'ai tenu à respecter la sex ratio. Il y a 3 hommes et 3 femmes dans le comité scientifique du COFECUB. La sex ratio est respectée si vous considérez uniquement pour la circonstance que le président est asexué. Je veux dire par là que je n'interviens absolument pas dans l'expertise sur les projets, bien qu'étant biologiste. Si j'ai une opinion, je la garde pour moi. Je laisse faire les experts. Par contre, je veille à ce que les mêmes critères de sélection soient appliqués dans toutes les disciplines. Ça, c'est mon rôle de président, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc il y a également un représentant pour la conférence des présidents d'université, qui est l'actuel président de la commission des relations internationales de la CPU, qui est le président de l'université de Poitiers. Et il y aura bientôt un représentant pour les grandes écoles. Il y a un appel à projet annuel, aussi bien pour CAPES-COFECUB que pour OUSP-COFECUB. Évaluation en parallèle en double aveugle. Et chaque année, donc, les deux entités se réunissent sans savoir le résultat des évaluations du partenaire. Donc nous ouvrons les pochettes surprises en début de séance, ce qui donne lieu d'ailleurs parfois à quelques étonnements, puisque même s'il y a une grande convergence, il y a aussi des disparités dans les deux sens d'ailleurs. Alors en ce qui concerne le soutien est récurrent pendant 4 ans avec évaluation à mi-parcours. Alors j'insiste sur une chose pour ceux qui ont l'intention de s'essayer à soumettre un projet CAPES-COFECUB à l'avenir. J'insiste sur le fait que notre programme est avant tout un programme de formation de chercheurs et d'universitaires brésiliens et français. Au niveau du doctorat, bien entendu, la formation implique la recherche. Mais la recherche n'est présente dans le programme CAPES-COFECUB que par l'intermédiaire de la formation. C'est un point important, je tiens à insister, parce que nous avons malheureusement des fois l'obligation d'écarter de très bons projets qui seraient d'excellents projets CNRS-CNPq. Mais nous ne pouvons pas soutenir des projets même excellents, fussent-ils absolument remarquables, s'ils n'incluent pas le volet formation. Ça, c'est très important. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, sur le programme amazonien, va tout à fait dans ce sens, puisqu'il y a un volet formation également qui est important. Donc, le financement, le soutien est un soutien à la mobilité. Mobilité des chercheurs sous la forme de 2 missions par an dans chaque sens, où chaque partenaire prend en charge le vol, enfin le déplacement pour ses nationaux, et l'autre partenaire prend en charge les frais de séjour pour les nationaux du partenaire. Ce qui est important, et avec une forte incidence financière, sont les bourses doctorales, puisqu'il y en a en principe au moins 2 par projet, qui sont entièrement financées par la CAPES pour les Brésiliens. Il y a quelques boursiers français. Malheureusement, nous n'avons pas du côté français des possibilités financières qui nous permettraient, autant que nous le souhaiterions, et que le souhaiteraient les Brésiliens d'ailleurs, d'envoyer des doctorants français.
Donc, sur les bourses, il n'y a pas parité. La participation brésilienne est considérable, puisqu'elle est de plusieurs millions d'euros, je crois que c'est entre 3 et 4 millions d'euros à peu près, l'impact financier pour la CAPES par an. C'est assez considérable. La suivante. Une originalité également du programme CAPS-COFECUB, c'est qu'il y a évaluation conjointe des projets en fin de parcours. Voilà des renseignements pratiques, si vous le souhaitez. Je crois que concernant la biodiversité, effectivement, il y a un retard. Malheureusement, au niveau du programme CAPS-COFECUB, nous avons peu de projets, même en appliquant une acception très large de la biodiversité, c'est-à-dire en l'étendant, disons, à tout ce qui est biologie des systèmes complexes en relation avec les milieux naturels. Les chiffres sont malheureusement très faibles, puisque j'ai fait la statistique pour 3 ans, nous avons évalué 375 projets globalement en 3 ans, dont 67 en biologie, et sur ces 67 projets de biologie, 9 avaient un rapport avec la biodiversité. Et sur les 9 en question, 2 ont été sélectionnés. Donc ça représente 2 projets sélectionnés en 3 ans sur, en gros, 375 projets, ce qui est 2 sur 9 pour faire une proportion comparable. C'est en deçà de la moyenne du taux de sélection des projets de notre programme, puisque nous arrivons en gros à dépasser un petit peu le tiers de projets acceptés, ce qui est un bon pourcentage pour un programme de ce type. Sachant que nous ne prenons pas tous les bons projets. Nous prenons les premiers classés, disons les tops du top, et aucun des projets que nous prenons n'est, comment dirais-je, n'a de réserve, ni d'un côté ni de l'autre, du point de vue de la qualité scientifique. En revanche, parmi ceux que nous ne pouvons pas prendre, certains mériteraient d'être pris certainement. Donc, 2 sur 9, ça veut dire que nous sommes bien au-dessous, sensiblement au-dessous, du gros tiers de la proportion générale. Donc, je vous incite à présenter de bons projets, à ne pas oublier le volet formation. Et dans ce cas-là, étant donné que nous n'avons pas de priorité thématique a priori, c'est un programme transparent. C'est une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a relativement confiance dans ce programme. Je constate, moi en tous les cas, que le label du programme CAPS-COFECUB est un label qui est apprécié par la communauté universitaire dans nos 2 pays. C'est parce que nous essayons de faire les choses de la façon la plus impartiale possible, et anonyme du point de vue comme les évaluations des grandes revues internationales. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je serai à votre disposition pendant ces 2 jours pour répondre à toutes vos questions. Merci. Deixamos para a conclusão, para o fechamento dessa mesa, a apresentação do Dr. Sandoval Carneiro, porque além de ser nosso querido diretor das Relações Internacionais da CAPES, é também professor dessa universidade. Então, com mais razão, temos a satisfação de dar-lhes as palavras para o encerramento dessas mesas antes de abrir para o público, porque tenho a impressão que foi uma mesa extremamente interessante, né? Uma mesa notável para o início de uma reunião como essa, que nos esclareceu bastante sobre o conjunto das instituições envolvidas na construção dessa parceria. Muito obrigado, professora Ana Célia, que nesse ato representa o reitor, senhor cônsul, senhor diretor do museu, meu caro professor Siqueira, mon cher ami Pierre Gisson. Bom dia a todos, é com muita satisfação que eu venho à minha casa, o UFRJ, né? Eu sou professor da COP, né, e da Escola de Engenharia, Escola Politécnica agora, e representando o professor Jorge Guimarães, que pela mesma razão do professor Zago,
não pôde estar aqui presente e pediu para eu transmitir os seus votos de sucesso nesse evento. O professor Jorge, acho que nesse momento está na Suíça, numa missão com o ministro Sérgio Rezende e também participando de outras reuniões. Para a CAPES é uma satisfação especial, esse é um ano muito marcante, eu tenho o privilégio de estar na Diretoria de Relações Internacionais numa fase em que comemoramos o ano da França e do Brasil. A única pena é que tem tanta coisa que nós não conseguimos acompanhar tudo. Eu só estava falando com o colega Thierry, que em alguma semana em novembro tem 5 eventos em paralelo. Eu gostaria de estar em pelo menos 3 ou 4, mas não é possível, né? Mas essa cooperação com a França é uma cooperação estratégica, como foi muito bem colocado. No ano passado, do ponto de vista da CAPES, a França passou a ser o país preferencial de destino de todos os nossos bolsistas, uma vez que dos 4.280 bolsistas que a CAPES enviou para o exterior em todas as modalidades, mais de 1.000 foram para a França, ultrapassando todos os outros países. E é uma parceria, então, que vem se consolidando. Outras agências francesas buscam a cooperação com a CAPES. Por exemplo, a Agência Universitaire de la Francophonie, estamos assinando um convênio com eles. Temos também uma participação na área de matemática e tecnologia da informação e computação, através dos programas MAS AMSUD e STIC AMSUD, que são programas multilaterais. A CAPES tem tido uma tradição muito forte na cooperação bilateral e está fazendo alguns ensaios na área multilateral, porque, na nossa avaliação, esses programas multilaterais têm que ser muito cuidadosamente planejados, porque as dificuldades aumentam exponencialmente com o número de parceiros, né? Então, estamos nesse projeto da América Latina, AMSUD, na matemática e na tecnologia da informação, e com a Agência Universitaire de la Francophonie, provavelmente teremos algumas ações multilaterais também. Mas, evidentemente, não é por estar aqui na presença do meu amigo Pierre Gesson, o COFECUB, né, como nós dizemos em português, né, para COFECUB, é o nosso parceiro preferencial e mais tradicional. Tivemos uma evidência disso na comemoração do 30º aniversário dessa parceria, através da qual milhares de brasileiros e centenas de franceses tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio bastante benéfico, né? Então, a CAPES está à disposição. O CNPq está mais envolvido nessa área de biodiversidade, mas isso não impede que a gente colabore, complementando as ações do CNPq e não competindo, mas colaborando, complementando onde for possível, onde onde se identificar projetos de qualidade. Então, cumprimento a todos uma vez mais, desejo um grande sucesso nesse evento que vai discutir aspectos extremamente importantes para o futuro da biodiversidade e para a cooperação entre a França e o Brasil. Muito obrigado. Nosso cônsul-geral quer dar umas palavras de conclusão dessa mesa. Non, je voudrais simplement faire un vœu autour de nos amis brésiliens et français, dont je remercie les propos. Mais l'année dernière, j'avais eu la chance de planter un arbre à l'occasion d'un anniversaire de Auguste de Saint-Hilaire, la naissance ou la mort, je ne sais plus, et au Jardin botanique de Rio de Janeiro. Et effectivement, ce grand botaniste et herboriste français, et qui avait amené avec lui une graine d'un arbre venant de l'île Maurice, qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon, et qui a été planté. Cet arbre, on a retrouvé la graine. Il y a un magnifique directeur du Jardin botanique qui a retrouvé une graine. Nous, on n'a pas ça au consulat. Et donc, cet arbre a poussé. Donc, c'est l'histoire. Mais ça serait assez symboliquement beau de trouver une espèce dans laquelle
et les Brésiliens et les Français ont retrouvé sur le thème de l'Amazonie, qui soit un peu un exemple de ce partenariat entre nos deux pays, et que peut-être on le replante un peu à la fin des travaux dans le jardin botanique de Rio de Janeiro. Muito obrigado. Nós temos ainda um tempo para perguntas aqui do auditório. Se vocês querem fazer alguma pergunta a essas instituições que deram tanto brilho a essa sessão inaugural do nosso workshop. Por favor, se querem alguma pergunta, alguma informação. Acho que não. Então, convido a todos para um café agora, antes de prosseguir os trabalhos. Muito obrigada.